En voilà une série qui fait parler d'elle. Pourtant c'est du super-héros, un genre qui, soyons honnêtes, est plus que commun de nos jours. Mais cette fois, l'engouement a l'air d'être plutôt unanime. Partout vous entendrez le même son de cloche. Think, Mark! Invincible semble avec cette saison 1 conquérir le cœur du public, que ce soit celui des fans du comics autant que celui des profanes. On qualifie la série de mature et d'originale, traitant une vision plus intime du super-héros et déconstruisant les mythes. Pourtant, la nouvelle production d'Amazon n'est pas exempte de défauts, et on va voir ensemble si cette série mérite ou non l'armée de fans hurlant à la meilleure série de super-héros de tous les temps. Invincible est l'une des premières créations du grand Robert Kirkman, célèbre auteur roulant pour la sympathique et indépendante boîte Image Comics, et qui nous a notamment offert les interminables aventures des zombies les plus célèbres de la pop culture moderne. Et en 2003, avant de tomber dans ses affaires zombiesques, il décidait de nous offrir un récit qui pouvait surprendre à l'époque. Image, ça a toujours été un label étranger unique, c'est d'ailleurs pour ça que je l'adore. Il est né de la frustration de Todd McFarlane face à Marvel, il a été le symbole d'une certaine révolution des auteurs face au système des majors qui étaient DC et Marvel. Il a été le pur représentant du revival et du style super-héroïque des années 90, avec ses couvertures inimitables et cette foire aux muscles et aux guns. Mais en 2003, il faut bien dire ce qui est, les super-héros n'étaient plus vraiment au top des désirs du public. C'est pour ça que l'arrivée d'Invincible, elle était assez étrange. Mais cet éditeur, il a aussi permis à beaucoup d'artistes de se faire la main avec des collaborations et des histoires aux bases plus simples. Et c'est de là qu'est né Invincible. À la toute base, Kirkman voulait juste faire une histoire de super-héros teenager, un ado qui galère un peu tous les jours, qui apprendrait à maîtriser ses pouvoirs tout en gardant son identité secrète, un ado qui devrait apprendre à gérer sa vie personnelle et sa vie de héros en plus de ses études, etc., etc. Bref, il voulait faire un Spider-Man. Sauf que, Spider-Man s'est déjà pris, et donc il est parti sur Mark Grayson. Et juste, je voulais commencer par ça pour établir un truc. Invincible, ce n'est pas un truc révolutionnaire à la base pour le monde des comics. C'est en grandissant au cours d'une vie incroyablement longue, composée de plus de 144 numéros, et croyez-moi dans le monde des comics, c'est putain de long, qu'il s'est affiné comme un bon vin pour devenir sur la fin une vraie œuvre déconstruisant les codes et proposant des récits originaux et intenses qui questionnent vraiment la vision classique du super-héros. Mais sur ses débuts, c'est-à-dire facilement ses 5 premiers tomes, c'est un comics de super-héros assez classique dans les faits. Mais voyons voir comment tout ça a été adapté. Bon, par contre, il est impossible de parler de la série sans à minima spoiler l'épisode 1, donc vous voilà prévenu. Alors, Invincible nous raconte l'histoire de Mark Grayson, jeune homme américain dont le père n'est rien d'autre que Omni-Man, alien super puissant, directe provenance de la planète Viltrum, et super-héros de son état, dans ce monde où les super-héros sont aussi légion que dans l'univers Marvel ou DC. Omni-Man, vous l'aurez compris, est un équivalent à Superman. Ainsi, quand Mark développera enfin ses pouvoirs, Omni-Man aura une réaction quelque peu étrange, vu qu'entre 2 entraînements au vol et 3 ou 4 mandales dans la tronche de son gamin, il rendra une petite visite aux Gardiens du Globe, les Avengers / Justice League locaux. Et après, vous avez tous vu les extraits sur le net, hein. Nous voici donc avec notre pitch de base, un Mark apprenant à la dure la vie de super-héros dans un monde où la mort est présente à tous les recoins alors que son père tente de cacher ce qu'il a fait et que les doutes s'installent dans le monde des super-héros. Tout vous résumer ici serait un peu con et surtout extrêmement long car au final il se passe bien des choses dans cet univers. Et c'est déjà par là qu'on va commencer. Oui, Invincible, car c'est le nom que prendra le jeune héros, sans déconner. D'ailleurs, il a le I de Image Comics en plein sur le torse. C'est autour de lui que gravitera le scénario principal. Mais il faut surtout souligner que la série comporte un très grand nombre de personnages qui ont pour la plupart un, voire plusieurs scénarios dédiés. Et on touche bien là le premier risque d'adapter une œuvre aussi vaste. Il y a beaucoup à dire et certaines histoires sont clairement plus palpitantes que d'autres. Et des fois, on voudra bien repasser au scénario qui nous intéresse vraiment, sans parler du fait assez évident qu'il y a énormément de personnages
personnages, qui bien que tous ne soient pas ultra importants, nous offrent tout de même une narration très intense, avec toujours beaucoup de choses se passant en même temps. La série ne suivant par contre pas la même temporalité que le comics, on peut se retrouver avec des arcs totalement nouveaux, ou d'autres prenant place bien avant par rapport à leurs homologues du comics. Et le pire, ou le mieux, ça dépend, c'est selon ce que la série va nous proposer, c'est qu'elle en vient à inventer des arcs de personnages, comme s'il n'y avait pas déjà assez à raconter. Par exemple, la copine de Mark, qui passe littéralement une plante verte ne servant strictement à rien dans le comics, à un vrai personnage, qui est pas ultra agréable à suivre malheureusement, mais au moins c'est un vrai personnage. Mais aussi et surtout tout ce qui entoure le détective Damian Darkblood, qui est, mon dieu, qu'est-ce que ce nom est classe. Perso rendu ici ultra badass et important pour l'intrigue en faisant un Hellboy enquêteur dont j'ai incroyablement envie de suivre les aventures, alors que son personnage du comics est juste une colossale blague. Et je déconne même pas, dans le comics, le mec il déboule au début de l'intrigue pour disparaître complètement ensuite et ne revenir que dans une case, alors que le monde entier connaît désormais la vraie nature d'Omni-Man, une secrétaire se foutant même cordialement de sa gueule avant qu'il ne disparaisse pour toujours de l'intrigue. Donc ouais, Darkblood, clairement mieux dans la série. Wife already suspects. How long until son does too? Go fuck yourself, Darkblood. Mais cette surpopulation donne au final un rythme pas désagréable, mais plutôt étrange à la série. Avec des fois des pauses dans le récit qui se font ressentir quand on s'intéresse un peu trop longuement à un perso pour en délaisser d'autres qui sont pourtant actifs dans la narration. Quelques épisodes de plus auraient, je pense, beaucoup aidé à fluidifier le tout. Ou alors simplement faire comme dans le comics, et là par contre ça aurait été plus court, car dans le comics, la véritable nature d'Omni-Man, elle est bien plus rapidement découverte. Mais si on veut analyser la série clairement, on voit que celle-ci nous présente deux grands axes dans cette saison 1. Tout d'abord, une évidente relecture du mythe de Superman avec cette itération du Superman maléfique, qui est quelque chose, et je suis désolé de briser vos rêves, de vraiment pas neuf. Non, sans rire, dans les comics, ça fait très longtemps que ce genre de thème est déjà abordé. Déjà avec Clark Kent, où on a déjà eu les itérations du Superman maléfique de nombreuses fois, et j'ai envie de dire presque mieux faite, avec ce chef-d'œuvre d'écriture toujours aussi improbable, vu que ça vient quand même d'un putain de jeu vidéo Mortal Kombat à la base, qui est Injustice, mais aussi avec plein d'autres personnages chez beaucoup d'autres maisons d'édition. Tenez, même dans cette grosse bouse de Superman 4, c'est déjà abordé. Bon, comme tout le reste dans ce film, c'est mal foutu et c'est pourri, mais voilà quoi, c'est vraiment pas un traitement très neuf. D'autant que, on est assez loin d'une vraie étude du sujet. Injustice le faisait bien mieux par exemple. Invincible nous présente un cas de figure assez classique en effet, mais au final ne s'attarde pas tellement sur le côté méchant de Omni-Man. Au contraire, Invincible, la série, tout comme le comics, est beaucoup plus porté sur une vision plus humaine du super-héros. Ce qui est une thématique et un traitement qui n'est pas neuf non plus. Parce que c'est la thématique de base qui tourne autour de Spider-Man depuis sa création. Le second axe qu'aborde cette saison 1 est beaucoup plus intéressant, car la série va bien plus traiter des dilemmes moraux que de classiques aventures de surhommes costumés. Les aventures super-héroïques ne sont au final pas très présentes dans la série. Enfin si, bien sûr, elles sont là, il y a des vilains qui se font taper dessus et des gars en collant qui sauvent des gens. Mais ça n'est que pour poser un cadre, la vraie intrigue, elle est bien plus tournée autour des tourments moraux de nos héros, qu'ils soient avec ou sans pouvoir. Par exemple, le personnage d'Eve, qui remet en question le rôle des super-héros et décide de partir en faire une utilisation plus utile de ses pouvoirs. Pouvoir au passage en effet complètement broken, et si elle les gérait correctement, elle pourrait être limite une demi-déesse. I can do anything I want on my own. Literally, I can rearrange atoms on a molecular level like it's easy. Invincible, lui, veut avant tout suivre l'héritage de son père et se montrer digne de ses pouvoirs, mais surtout, il peine à mêler vie de super-héros et vie personnelle. Pour le coup, des thématiques qui, encore une fois, il pique complètement au personnage de Spider-Man. En vrai, le personnage de Mark, il deviendra vraiment plus intéressant, mais bien plus tard dans la narration. Mais je peux pas vous dire en quoi, vu que ça vous spoilerait complètement les saisons à venir. Parce que là, j'arrête pas de vous comparer Mark à Spider-Man, mais je vous garantis que Mark est réellement un personnage très bien écrit, qui va porter des vraies thématiques qui vont être totalement propres, et qui vont justement être extrêmement originales, et qui vont être intéressantes, et qui pour moi fait réellement de Invincible un excellent comic que j'adore. Mais dans cette saison 1, Mark, il n'est au final pas encore intéressant. Ça va venir, mais pour l'instant, clairement, pour moi, le perso le plus intéressant de cette première saison, c'est clairement Cécile. C'est également mon personnage préféré du comics. Directeur d'agence gouvernementale secrète, gérant de toute la communauté super-héroïque et surtout simple humain sans aucun autre pouvoir que son intelligence et sa volonté d'acier. Ainsi qu'un énorme paquet de pognon, évidemment.
$400 billion for the world's most expensive nosebleed. Le personnage de Cecil a cet immense avantage que l'on peut parfaitement s'identifier à lui. Il représente l'humain qui va tenter par ses propres moyens de contrer les machinations d'entités qui lui sont incroyablement supérieures. Et il a également une super gueule. Les actions de Cecil, elles sont intéressantes à suivre tout simplement parce qu'on pourrait totalement faire un comics avec un personnage de méchant qui prendrait les exactes mêmes décisions. Cecil peut même apparaître comme un personnage particulièrement antipathique pour le public, car il va entretenir des actions qui vont aller à l'encontre de nos héros, mais tout simplement parce que Cecil défend la planète contre les menaces externes autant qu'internes, et c'est ça qui en fait un personnage si gris et si intéressant à suivre. Si pour protéger l'humanité, il doit prendre des décisions extrêmes, il les prendra sans aucune hésitation. Mais pourtant, ça le ronge lui en tant qu'individu, mais il a la puissance morale suffisante pour quand même les faire. C'est vraiment un personnage extrêmement intéressant, et dans le comics c'est encore mieux, et vraiment lisez le comics. This is why I have always hated you. That's why I hate me too. Mais justement, il aurait peut-être fallu plus s'intéresser à lui et au côté très humain du récit, plutôt que de rajouter des arcs qui n'avaient pas grand-chose à y faire. Et là, c'est le paradoxe Darkblood, parce que Damien Darkblood a un super arc, mais il vampirise du temps d'écran qui aurait été bien plus utile à la narration si on l'avait utilisé pour suivre les thématiques beaucoup plus humaines du récit. Du reste, les tourments des simples humains restent clairement la meilleure partie et la plus grande force de la série. Que ce soit Cecil et son assistant, bien évidemment, mais aussi le perso de la mère de Mark, qui va très bien dépeindre les tourments d'une femme voyant son monde s'effondrer, et même Artie, qui campe un personnage se révélant être complètement terrifié par celui qu'il considère tout de même comme son ami. Cette scène, elle est géniale, regardez comme le perso est à la fois terrifié et pourtant espère tout de même que son ami redevienne ce qu'il était, s'il a été ce qu'il prétendait un jour. Après, je dois bien admettre que cette saison 1, bien que très entraînante, reste ce qu'elle est, une énorme introduction. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnages, autant de sous-titres d'intrigues et autant de thématiques lancées en même temps. Et franchement, bah ça fait peur. Non, en vrai, c'est vraiment flippant parce que c'est surtout le risque que tout ça ne réponde pas à la moitié de ce qui est lancé à la fin de la série. Car je doute très sincèrement qu'ils adaptent de l'intégrité du comics. Combien de séries avons-nous vu lancer moultes intrigues et hyper le public avec une saison 1 pétaradante d'action et d'intrigues, pour au final en oublier la moitié en route. Notons aussi que la série choisit d'aborder un style très violent, faisant la part belle au démembrement et aux gerbes de sang dans tous les sens. Alors ce qui est bizarre, c'est que en effet, c'est pas déconnant du tout avec le style du comics, sauf que ce style, il vient beaucoup plus tard en fait. Au début, le comics, en réalité, il était plutôt soft. Tenez un exemple simple, le suicide de l'homme robot là. Dans la série, on voit tout, alors que dans le comics, c'était beaucoup plus soft, voire juste complètement suggéré. Après, comme je dis, c'est pas bien grave, hein. Invincible en comics, ça finit rapidement par devenir la foire à la tripaille. À souligner également le superbe casting vocal. Le très moustachu J.K. Simpson I want Spider-Man! nous donne un Omni-Man absolument parfait. Et oui, ce mec ne double que des moustachus, c'est hallucinant. Je suis sûr c'est son rôle de Jameson qui l'a marqué capillairement. Mais également Seth Rogen dans le rôle d'Allen l'Alien, Mark fucking Hamill dans le rôle d'Art le Tailleur, Zachary Quinto qui revient vers le super-héros après nous avoir offert le seul et unique bon personnage de la saga Heroes dans le rôle de Robot, et surtout le glorieux Jason Mantzoukas dans le rôle de Rexplode que les fans de Brooklyn Nine-Nine et de The Good Place connaissent et adulent. I was dreaming that someone was trying to scalp me with a sharpened grapefruit. Vous aurez compris que c'est mon cas. Vraiment, on est sur du casting de très haut niveau. De très haut niveau, et surtout qui coûte le bras, les deux reins et tous les autres organes de la prod, ce qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce que l'animation est à ce point cheap à certains moments. Alors, les combats rendent très bien, mais alors certains arrière-plans sont d'une fadeur sans nom, sans parler de l'étalonnage immonde de certaines scènes. Bon, des fois ça en devient très drôle, genre ces oiseaux.jpeg qui tombent tous parfaitement droits et qui ont tous exactement la même tête. C'est magique. Et surtout la scène du métro qui est absolument ridicule, tant l'animation n'arrive pas à gérer correctement les impacts. Oui, je chipote, mais clairement, ils auraient pu garder un peu d'argent du casting pour éviter ces erreurs. En tant que fan de l'œuvre originale que j'ai relue dans son intégralité en préparation de cette vidéo, je suis très hypé, mais également très sceptique, tant les véritables questionnements viennent plus tard dans les comics. C'est pourquoi j'espère vraiment qu'ils n'adapteront tout simplement pas certains arcs pour mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment,
et faire rapidement avancer le récit vers l'endroit où ça devient réellement intéressant. Même si pour ceux qui ont lu le comics, j'espère vraiment qu'ils développeront la relation entre Robot et Monster Girl de la même manière que dans le comics, parce que c'est sans doute une des meilleures histoires de l'œuvre. Ah, et aussi, arrêtez de faire des mèmes avec cette scène par pitié. Je pense que c'est bon, on a compris le truc, tout a été fait. Juste stop. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut. You better